Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo consacrée aux énergies de 2022. 2022, le réveil de la grande déesse, c'est comme ça qu'on a intitulé cette vidéo. Bonjour Caroline, bonjour Sophia. Salut. Bonjour tout le monde. On va parler donc de cette année 2022, des principaux aspects qui vont nous accompagner toute cette année et donc faire notre alchimie du ciel habituelle. Mais avant cela, je vais revenir peut-être sur l'année 2021. L'année de 2021 qui a vu voilà, trois aspects importants. La conjonction Jupiter-Saturne à 0 degré du Verseau en fin d'année 2020, qui a ouvert un cycle de 20 ans et même un cycle de 200 ans en signe d'air. Le carré Saturne-Uranus, donc entre le Verseau et le Taureau. Et enfin, l'axe des nœuds, je crois, qui marque aussi très fort cette année 2021, qui était dans cet axe Sagittaire vers le Gémeaux. Et donc, si j'en parle, c'est qu'on est toujours dans ces énergies-là. On tourne cette vidéo fin octobre. Et peu importe quand vous allez la regarder, puisque ce carré Saturne-Uranus, qui a marqué toute l'année 2021, va continuer à être présent, à agir en 2022, notamment parce qu'il se reformera une dernière fois le 24 décembre et donc impactera très fortement les énergies de fin d'année et de début d'année 2022. Et puis, Uranus et Saturne vont continuer à se rencontrer sans se toucher, sans se rencontrer totalement, mais en tout cas, ce carré va se déformer, se reformer encore plus ou moins large au cours de cette année 2022. Alors, je voulais prendre un exemple de ça. Je viens d'une école qui s'appelle Sciences Po Paris. Et dans cette école, au début de l'année 2021, l'équipe dirigeante a démissionné suite à des révélations de violences sexuelles. Le président de la Fondation des sciences politiques et puis le directeur de l'institution. Et ils ont été poussés à la démission par un collectif d'étudiants, de professeurs qui appelaient à des réformes, de la transparence, une gouvernance plus démocratique, une considération pour les victimes de violences. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a remplacé ce président de la Fondation des sciences politiques, accusé d'inceste, est une femme historienne de l'art. Et donc, je trouve ça intéressant parce que ça parle bien pour moi de ce carré entre Uranus et Saturne, entre cette direction verso et l'Uranus taureau qui est peut-être symbolisé par cette nouvelle présidente historienne de l'art. Et donc, ce qui est intéressant, c'est elle dit cette phrase que j'ai prise et qui m'a intéressé. Elle dit: le vieux monde est traversé par par des idées neuves, au même titre que le nouveau se nourrit de l'ancien. Je suis trop baudelairienne pour ne pas saisir que nous avons besoin de l'éternité, la tradition, et de l'éclair, la nouveauté. Et je trouve ça intéressant parce que voilà, en incarnant cette nouvelle direction, elle dit à la fois le besoin de changement, donc incarné par Uranus, et en même temps cette force de la tradition et le Saturne en Verseau. Voilà, et je trouve que cet exemple symbolise bien en fait toute notre année, qui a vu se réveiller un certain nombre de blessures identitaires, notamment avec Chiron, qui est en bélier et dont on avait parlé sur la vidéo sur 2021, que ce soit des conflits mémoriels, exemple la guerre d'Algérie, des violences systémiques et sexuelles dont on a beaucoup parlé, tout ce qui va être l'oppression d'une majorité sur une minorité ou sur une cible. Et c'est une année où moi, par exemple, j'ai eu pas mal de débats avec mes frères et sœurs sur la question du genre, sur la question de la place de la femme, etc. Et c'est tout un nouveau langage aussi qu'une génération invente pour parler de l'identité, pour parler du genre, etc. Il y a à la fois un besoin d'exister individuellement, face à une majorité qui
qui nie en quelque sorte ces identités. Et même lorsqu'on est du côté du progressisme, de ce Saturne, de ce Verseau, en fait, on ne voit pas toujours que l'on peut être l'oppresseur de quelqu'un d'autre. Et donc ça, c'est intéressant, je trouve. Et peut-être que ce sextile entre Chiron et Saturne Verseau nous incite à élargir notre conscience de la violence, en fait. À quel endroit est-ce qu'il peut y avoir une violence dont je n'ai même pas conscience, en fait, vis-à-vis d'une cible, d'une minorité ou du vivant en entier. Et ça peut être, par exemple, les animaux, les violences que l'on fait aux animaux. Et de l'autre, donc ça, c'est le côté révolutionnaire d'Uranus, peut-être. Et de l'autre, il y a un besoin de préservation. On sent un certain repli, une montée du conservatisme partout, qui lutte en quelque sorte contre une certaine dictature du progrès. Et donc, on questionne cette notion de progrès. Est-ce que les progrès technologiques sont toujours au service du vivant, au service de notre société? Et donc, il y a une crise des valeurs qui est symbolisée par cet Uranus en taureau, et un affrontement entre deux camps qui sont presque irréconciliables, en fait. Et je trouve que ce qui les relie, et on avait dit que dans la vidéo de 2021 que ce qui les reliait, c'était justement Chiron, et ce qui les relie, c'est en quelque sorte la blessure commune, et on est peut-être d'un côté ou de l'autre de cette blessure. Et je trouve ça intéressant. J'ai l'impression que ce Chiron bélier, et il va encore être en bélier, et il va encore nous accompagner, il vient vraiment nous inviter à revenir à l'origine, à la blessure de l'enfant, et qui impacte aussi toute notre façon d'être au monde et d'agir dans le monde. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous, de cette année 2021 et de ce carré Uranus et Saturne. Non, mais je suis assez en résonance avec toi, avec cette ambiguïté entre ces deux planètes. Et c'est intéressant, enfin, je ne sais pas si je peux passer au thème des nœuds, mais je trouve que ça fait vraiment écho avec justement le changement de nœud qu'on va avoir en début d'année, puisque Alors, les nœuds karmiques, alors je ne sais pas, Sophia, si tu veux rajouter quelque chose avant, peut-être que j'aille sur les nœuds. Non. Mais donc les nœuds karmiques, hein, ce qu'on appelait, parce que parfois on appelle la tête du dragon et la queue du dragon, hein, le nœud sud représentant un petit peu ce qu'on doit peut-être, j'allais dire au niveau du collectif, les valeurs qu'on doit abandonner et vers quoi on doit tendre. Hein. Donc on a beaucoup vu en 2021 l'axe Sagittaire-Gémeaux qui est un axe de la connaissance. Donc on a quand même vu cette saturation aussi à un moment donné même d'informations, de vérité, de dogmes. Et par rapport à ce que tu disais, Thomas, les nœuds, ils vont passer le 19 janvier, donc le nœud sud en scorpion et le nœud nord en taureau. Et je trouve qu'il y avait quelque chose d'intéressant. C'est que le nœud nord, quand il passe le 19 janvier 2022, il sera conjoint à deux astéroïdes, qui est l'astéroïde Cérès à 28 degrés du taureau et l'astéroïde Perséphone à 0 degré du Gémeaux. Et en fait, le mythe de Perséphone et Déméter, déjà, je trouve que c'est un clin d'œil, puisqu'on ne le savait pas, hein, c'est en préparant à notre thème, le retour de la grande déesse. Mais souvent, on explique, pour ceux qui peut-être ne savent pas, hein, Déméter et Perséphone, c'est la mère et la fille, la fille est à un moment donné violée ou raptée par Hadès, ou Pluton, le dieu des enfers. Et donc, il y a une grande souffrance pour la mère et la fille qui se laissent mourir de faim. Cérès étant la déesse du grain, il n'y a plus de grain sur terre. Hein. Et pour faire court, après, il est finalement décidé que la mère et la fille puissent être réunies, mais que Perséphone devra partager son temps entre le monde du dessous, le monde des enfers, et réunie avec sa mère, le monde du dessus. Et en fait, c'est un mythe qui était utilisé depuis les temps anciens par les sociétés agraires pour expliquer l'alternance des saisons. Mais c'est aussi un mythe qui va représenter l'ancien système de valeurs représenté par Cérès et le nouveau système de valeurs représenté par Perséphone. Hein. Et elle symbolise
cette constance des cycles, finalement. S'il y a quelque chose de constant dans nos vies, c'est cette impermanence entre de valeurs, de systèmes. Hein. Et je trouvais ça intéressant par rapport à ce que tu disais, Thomas, hein, parce qu'il y a souvent même quand tu faisais référence à cette violence, le mythe a aussi une forme de violence, hein, puisque finalement, il y a un arrachement qui est fait par cette figure chtonienne, plutonienne, d'Hadès, hein, qui est cette violence sourde, hein, de l'inconscient qui doit venir séparer la mère et la fille, mais c'est seulement ainsi que peut se perpétuer les cycles, finalement. Hein. Et pour revenir justement à ce changement de nœud, aller du scorpion vers le taureau, le scorpion, c'est tout ce qui était dans l'ombre, tout ce qui était caché. J'ai l'impression qu'on continue un petit peu aussi avec ce thème de 2020, Pluton-Saturne, hein, où il y a ce processus un petit peu de détoxification ou de détox des institutions, des pouvoirs. J'allais dire qu'elle a même commencé, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, depuis que Jupiter est entré en scorpion, avec le MeToo aussi, je crois que c'était en 2018, c'est ça, hein. Mais il y a vraiment cet appui un petit peu dans la société de vouloir nettoyer, mais d'être obligé aussi d'être confronté à ce qui était dans l'ombre, ce qui était les plus tabous. Même quand tu parlais du genre ou de l'identité, je trouve que le scorpion, c'est quand même aussi en lien avec notre manière de vivre notre sexualité, notre intimité. Et le scorpion, forcément, c'est une énergie qui va toujours nous demander d'abandonner quelque chose, hein, qui va nous demander de mourir à des formes. Alors peut-être qu'en 2021, c'était très intellectuel. On comprenait qu'il y avait un nouveau monde, on comprenait qu'il y avait de l'ancien. L'axe Gémeaux-Sagittaire allait nous toucher dans les grands concepts qui peuvent sous-tendre. Et peut-être qu'il y a quelque chose de beaucoup plus organique, pour reprendre un mot de Sophia, de beaucoup plus immanent qui va nous être demandé d'être vécu cette année. On va peut-être le vivre. Alors, c'est difficile des fois au niveau collectif, je trouve, d'envisager cet axe, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec notre manière d'envisager le vivant, d'envisager notre corps, d'envisager le respect de la nature. On parle beaucoup aussi parfois d'écoféminisme, hein. Ça me fait penser à aller vers ce taureau qui est comment finalement il y a une équation entre la terre, le corps féminin, l'utérus, hein, le vivant, hein. Donc il y a peut-être aussi avec le nœud nord en taureau de plus en plus une prise de conscience aussi autour de ça. Alors il faut savoir qu'il y a toujours Uranus dans le signe du taureau. Donc Uranus dans le signe du taureau, il met un petit peu de technologie quand même dans le rapport au vivant. Donc, et le taureau, c'est un signe, en effet, comme tu disais, Thomas, qui va préserver, hein. Dans l'ombre, il serait conservateur, il serait dans cet immobilisme et dans cette inertie de certaines valeurs. Donc on voit bien qu'il y a à la fois le nœud nord en taureau, il y a à la fois Uranus. Alors le seul point, ils se rencontreront le 31 juillet, donc ils se rencontreront vraiment au milieu de l'année, hein, juste une fois. Donc il y a vraiment quelque chose qui, je pense, va nous demander dans ce dilemme entre ce qu'on abandonne, ce qu'on crée de nouveau, et comment à la fois on préserve quelque chose vraiment du vivant, sans renier peut-être cet apport technologique, impalpable, hein. Il reste ce Saturne en Verseau qui sera aussi en carré le 11 avril au nœud. Donc il y a aussi peut-être des questions, même j'allais dire au niveau des lois, au niveau de la législation, au niveau de nos ressources. Et puis le taureau reste aussi ses ressources. Je trouve que dans le taureau, il y a ce symbole de l'argent, des ressources, des possessions. Mais en fait, finalement, la clé, c'est tout le lien avec la grande déesse, on le verra, mais c'est notre capacité à nous sentir soutenus par la vie, à comment la vie pourvoit à nos besoins. Et Uranus en taureau, il amène aussi vraiment oui, il y aura sans doute, et on va peut-être pas rentrer là-dedans, une crise financière qu'on pressent, voilà, un effondrement des anciennes valeurs, mais c'est aussi l'émergence et la possibilité de générer des ressources d'une manière beaucoup plus complètement différente, en fait. Notre rapport à un travail, je ne sais pas, salarié qui nous donnait tant, un rapport aussi à quelque chose de beaucoup plus qu'Uranus en bélier nous a donné, l'entrepreneuriat où on était un peu en solo. Le taureau reste le signe des dons. Donc, ça va être aussi notre capacité à mutualiser nos dons.
Mais il va falloir faire face à cette ombre du scorpion qui peut être quand moi j'ai envie de tirer plus de possession à moi, quand moi j'ai envie d'avoir plus ou moins. Donc, si vraiment on veut aller aussi dans cette ère du Verseau vers cette collaboration, je trouve que 2022 peut être aussi un moment de transition qui va nous interroger sur notre manière de gérer notre lien au vivant, à nos possessions, à nos ressources, notre capacité de les mettre en commun ou au contraire de vouloir encore garder des choses. Et toujours dans ce juste équilibre, en fait, entre qu'est-ce que je préserve dans le taureau, qu'est-ce que j'accepte d'abandonner dans le scorpion. Mais si on se dépouille complètement, il ne nous reste plus rien. Hein. Donc, j'allais dire l'absolutisme, je ne sais pas si c'est l'absolutisme, mais si on se dépouille dans le scorpion et on accepte de tout donner, à la fin, on est aussi... le taureau, il nous dit, mais on a besoin de forme pour nous contenir. Donc, c'est pas seulement, bon, ok, c'est le nouveau monde, on abandonne tout, on fait table rase de tout. Et je pense qu'il y a aussi cette question de quelles nouvelles formes vont émerger, avec quelque chose de fort, puisque quand le nœud nord entre dans le taureau, hein, le régent du taureau est Vénus. Vénus est en Capricorne et sera rétrograde. Hein. Et Vénus, dans le signe du Capricorne, dans le signe finalement des lois institutionnelles, j'allais dire ces lois Capricorne, même si le Capricorne est un signe féminin, pour l'instant, on a plutôt eu l'impression que les lois du Capricorne ont voulu... je sais pas, je me dis, c'est vraiment cette ambition démesurée de toujours plus, et c'est jamais cette prise en compte de générer des ressources par des valeurs qui vont beaucoup plus prendre en compte les cycles, qui vont beaucoup plus prendre en compte une sorte de contemplation, de réceptivité, ouais, on pourrait même dire de quelque chose, un rythme différent, un tempo différent. Donc je pense que... Et puis peut-être au niveau individuel, là surtout pour les gens qui ont du scorpion, qui ont du taureau, qui ont du lion, qui ont du verseau, hein, les nœuds, ils viennent toujours nous rappeler quelque chose de notre... de là vers où on doit tendre, hein, de notre destin. Donc on peut... C'est marrant, en astrologie traditionnelle, je crois qu'ils utilisaient peu les nœuds. Ce que je lisais, hein, c'est vraiment au 9e et 10e siècle hein, qu'il y a eu cette influence de l'astrologie plus védique par rapport aux nœuds. Mais en tout cas, ils étaient tous d'accord pour dire que quand même, quand il y avait même des planètes qui étaient proches aux nœuds, quand les planètes étaient bénéfiques, elles accentuaient le bénéfique, et quand elles étaient négatives, elles accentuaient ça. Mais il y avait toujours cette marque du destin, hein, de quelque chose de fated en anglais, hein, et je me dis, ça va être intéressant de voir Uranus avec le nœud nord aussi, au niveau de ce qui se passe dans le collectif. Il n'y aura qu'un point de contact, mais ça peut être voilà, des signes du destin. Et je pense que pour tous les personnes qui ont des fois du mal à créer ou à donner forme, le nœud nord en taureau, il nous dit, il est temps de mettre en forme, il est temps de révéler tout ce que vous avez... parce que le scorpion, ça, on pourrait le voir aussi au niveau individuel, comme ce signe où on fait ce travail personnel, on fait ce travail de confrontation avec nos ombres, on nettoie, puis il y a un moment donné, il est peut-être temps de créer des nouvelles formes. Hein. Je crois que c'est Luc Biget qui dit que le taureau, c'est le seul signe qui a à la fois le soleil et la lune, donc il y a beaucoup de lumière en fait, et il doit révéler la beauté dans la forme. Hein. Donc, j'espère que ça nous permettra de créer des belles formes, en tout cas. Et en même temps, c'est dans les profondeurs qu'on peut trouver aussi cette richesse-là. C'est intéressant oui. parce que d'une certaine manière, il y a à la fois la richesse matérielle symbolisée par le taureau et la richesse de l'âme peut-être, ou ou les ors que l'on trouve après un processus alchimique. Et je trouve ça intéressant, vraiment, que Vénus commence l'année au contact de Pluton de manière rétrograde et la termine dans ce même contact. Donc, il y a vraiment cette notion de cycle et d'aller-retour entre le monde d'en haut et les richesses matérielles et le monde d'en bas et les richesses de l'âme. Donc finalement, on retrouve bien cette notion de circularité qui est propre au taureau. Oui, et je trouvais que le clin d'œil des astéroïdes de Cérès et Perséphone conjoints au nœud nord était fort, puisque c'est vraiment ce mythe qui va nous parler constamment de l'alternance des saisons, mais c'était quand même les gardiennes des mystères de l'Hésis, donc qui étaient les mystères de la vie, de la mort et de la résurrection. Donc elles touchaient cette éternité. Tu parlais à un moment donné, je crois dans la citation
tu sais, de cette éternité. Et je lisais quelque part qu'on disait qu'en fait, les mystères de l'Hésie, c'était le moment où vraiment on a pris conscience de l'éternité de l'âme. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils étaient confrontés, on sait très peu ce qui se passe dans ces écoles initiatiques. Mais quand les gens ressortaient de cette école des mystères, ils n'avaient plus peur de la mort. Donc ça veut bien dire qu'ils touchaient en fait une éternité dans leur finitude humaine, en fait. Hein. Parce que le cycle se perpétuait, mais il y avait quand même quelque chose qui restait éternel. Ouais. Ça fait penser aussi à l'idée avec le nœud nord en taureau et puis le nœud sud en scorpion, de devoir toucher, bien, de devoir descendre vraiment beaucoup pour se rendre compte qu'est-ce qui est véritablement essentiel. Dans le taureau, il y a cette idée d'essentiel, qu'est-ce qui est essentiel pour vivre, l'idée de sécurité, l'idée d'être en lien avec la nature, le vivant. C'est tout ce qui a à voir aussi avec l'alimentation. Donc, c'est aussi se rappeler de ça. Donc, à la fin, c'est peut-être ce questionnement aussi de toute façon, de cette idée à la fin, qu'est-ce qu'on est en train d'accumuler et pourquoi? Est-ce que ça a vraiment du sens, cette accumulation sans cesse et qui est un ogre, en fait? Et, je pense que ça va nous éclairer aussi quand tu vas parler de Jupiter-Neptune. Parce que c'est finalement quel est le rêve, quelle est la vision qui sous-tend cette accumulation, quel est notre projet commun à un niveau plus grand. Tu voulais peut-être dire quelque chose d'autre, Thomas? Non, peut-être préciser le temps que vont rester les nœuds oui, bien en sûr. taureau. Ils vont rester jusqu'au 17 juin 2023. Voilà, donc c'est à peu près... 17-18 mois, ouais. Donc, il reste 18 mois, voilà. Donc, il reste 18 mois et préciser aussi peut-être qu'il tourne dans le sens inverse. Oui, donc il commence à 29 degrés du taureau. Hein, et donc, c'est pour ça que même sur votre thème, vous allez toujours les voir marqués. Enfin, ils semblent rétrogrades, en fait. Hein, mais les nœuds ne rétrogradent pas. Donc, ils commencent à 29 degrés et ils finissent à 0 degré du taureau, donc le 17 juin 2023. Donc, c'est vraiment... En fait, pour ceux qui... Ouais. C'est vraiment 18 mois pour expérimenter cet axe-là. Cet axe-là, exactement. Voilà. Et puis on sort d'une période Sagittaire Gémeaux. Donc c'est intéressant à chaque fois que les nœuds entrent dans un nouvel axe de pouvoir le toucher aussi nous dans nos propres vies, dans notre rapport aux qualités de ces signes-là, quoi. Ils ont des aspects assez intéressants autour du printemps et de l'été, puisque le 23 avril, c'est conjoint à Mercure, le 13 mai, le Soleil nœud nord, puis après Vénus, puis après Mars. Hein. Il y a quelque chose au niveau peut-être du printemps-été, en tout cas dans les aspects des nœuds, par rapport à des planètes plus personnelles qui peuvent peut-être aussi marquer comme un pic, ou peut-être on peut plus les sentir à ce moment-là, quand beaucoup de planètes seront dans le taureau, hein, tout simplement. Entre la fin juillet et début août, là, avec Mars. Exactement, ouais. Avec Mars, ouais. Et on en parlera juste après. Et avant ça, donc, la conjonction Jupiter-Neptune qui se fait en Poisson, Sophia. Oui, une grande conjonction. C'est d'ailleurs, je pense, d'une certaine manière, cette année, on regardait en 2021 le carré entre Saturne et Uranus comme étant vraiment le grand aspect de cette année. On peut dire qu'en 2022, c'est cette rencontre entre Jupiter et Neptune dans leur signe. Ils vont se rencontrer à 23 degrés des Poissons, donc le 12 avril, pour démarrer un nouveau cycle de 13 ans. Donc tous les 13 ans, Jupiter et Neptune se rencontrent. Il est aussi intéressant de savoir que Jupiter est l'ancien régent des Poissons et Neptune, le nouveau. Et donc, ils se retrouvent tous les deux dans leur signe, les Poissons. Et Jupiter, en fait, était déjà venu dans le signe des Poissons à la mi-mai et entre la mi-mai et fin juillet 2021. Et ça serait intéressant si vous voulez revenir un petit peu en arrière et voir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour vous.
parce que c'était peut-être un aperçu de ce que vous allez devoir travailler ou affronter ou développer ou idéaliser ou créer en 2022. Mais là, donc à partir du 30 décembre 2021, Jupiter va rentrer définitivement en Poisson jusqu'au 11 mai pour aller ensuite faire un petit tour en Bélier pendant 5 mois à peu près, pour revenir en Poisson du 28 octobre au 20 décembre 2021. Donc, quelque part, Jupiter va passer une partie de l'année en Bélier, et de toute façon, on reviendra dans nos podcasts mensuels là-dessus. Mais c'est vrai que Jupiter va surtout être en Poisson, et c'est là où il y aura cette conjonction importante cette année, donc la rencontre entre Jupiter et Neptune. Et la dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était il y a plus d'un siècle, c'était en 1856. Et si on revient sur cette année-là, il y a eu un événement assez intéressant en France. Il y a eu de grandes inondations qui ont touché beaucoup de fleuves en France. Et d'ailleurs, c'est une crue qui reste encore aujourd'hui comme étant celle de référence. Et donc cet exemple, il illustre quelque part aussi cette amplification de la planète de l'abondance qui est Jupiter, avec les limitations impossibles à faire de la planète Neptune, et en Poisson et dans un signe d'eau. Et c'est très littéral, mais en même temps, c'est aussi très symbolique de la nature de ces deux planètes ensemble, quand les deux se rencontrent dans ce signe d'eau, où tout est quelque part un peu amplifié. Jupiter, planète qui représente cette recherche de sens, d'expansion de la conscience, de croissance, de découverte de nouveaux mondes, intérieurs ou extérieurs, mais qui est aussi une planète de foi et de dogme. Va donc rencontrer Neptune, qui est cette planète, on en avait souvent parlé, et puis dans notre podcast sur les poissons aussi, c'est cette planète de l'imagination, des expériences mystiques, et qui mettent souvent en avant l'idée d'ineffable, de sublime, mais aussi d'illusion, de déception, de dissolution. Et lorsque les deux se rejoignent, il y a quelque chose de très spirituel, de manière générale, voire de très religieux pour certains. Donc c'est vrai qu'en Poisson, nous entrons en contact avec l'inconscient collectif et les ombres de cet inconscient collectif. D'ailleurs, Neptune en Poisson est là depuis déjà 10 ans. C'était en 2011 que Neptune est entré dans son signe. Donc nous avons dû affronter à la fois les ombres et les chimères que Neptune en Poisson est venu remuer dans les eaux des poissons. Le poisson est d'une certaine manière un signe, qui parle aussi d'espérance, mais en même temps d'agonie aussi. C'est toute la complexité du symbole de ce signe, de ces deux poissons qui nagent dans des directions différentes. Ils tracent des chemins contraires, toujours à la recherche d'une certaine rédemption. Ici, on fuit la réalité du monde parce que notre cordon ombilical imaginaire nous retient encore à certains paradis perdus. Donc c'est vrai que c'est peut-être parfois un peu difficile de vivre dans le chaos de cet archétype, même s'il représente la possibilité de la création aussi, parce que cela demande, je pense, cela demande l'idée d'un sacrifice aussi et d'une dissipation de l'illusion. Quelque part, ce signe nous pose cette question, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère vivre dans un rêve utopique, même s'il y a un prix à payer, ou est-ce qu'on préfère briser l'illusion, mais sentir la douleur de l'abandon? C'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant, là, avec cette conjonction, à la fois parce qu'il ne faut pas se laisser berner par l'illusion, mais aussi il va falloir faire attention de ne pas de se laisser rigidifier au point de se couper de l'amour, en fait. Donc, Jupiter ici viendra forcément réveiller l'espoir, la compassion, l'empathie. Jupiter et Neptune viendront nous submerger de sensibilité, de fragilité et de vulnérabilité. Et selon notre façon d'être au monde, tout cela pourra se transformer sous son aspect ombre, peut-être en une sorte de colère intériorisée ou alors en victimisation.
Et sous son aspect lumière, on peut espérer avoir la possibilité de nous ouvrir au beau, à l'entraide, à la créativité, par exemple. Jupiter et Neptune en conjonction et au niveau mondial mettent en mouvement souvent des actions qui ont une racine commune pour un bien commun. Il y a cette idée-là. Ils étaient conjoints l'année de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment aussi de l'ONU, quand l'ONU a été créée, fondée, tout ça en 1945. Leur cycle commençait cette année-là en balance d'ailleurs. Ce sont souvent des planètes qui mettent en mouvement les flux et donc l'idée de flux migratoires aussi que l'on a vu dernièrement entre 2012 et 2013 avec la crise migratoire en Europe. Jupiter et Neptune étaient au carré l'un de l'autre dans leur cycle à ce moment-là. Donc forcément, étant donné la crise climatique qui est là, les flux migratoires vont forcément s'accentuer et peut-être que le mois d'avril 2022 verra ce thème devenir encore plus présent. Et donc c'est vrai qu'il y a tout ce contexte-là et puis il y a aussi le contexte de la pandémie dans laquelle nous sommes. Très certainement que cet aspect il va avoir une importance là-dessus, que ce soit parce qu'on va trouver un traitement ou alors parce qu'il y aura peut-être un nouveau variant. On ne peut pas savoir. Mais l'idée, c'est que très certainement, Jupiter et Neptune, puisque Neptune et le poisson ont ce lien avec l'idée de contagion. Donc forcément, il y a quelque chose là qui pourra être plus présente à ce moment-là. Et puis, et on va aussi affronter forcément les conséquences de la pandémie, les conséquences économiques. Donc forcément, Jupiter-Neptune fait penser à l'idée d'inflation. Et puis bien sûr, notre lien à la nature, notre façon de nous atteler aux problèmes climatiques, à la biodiversité, parce que Neptune, Poisson sont aussi en lien, ou en tout cas sont liés à la symbolique des fluides et des fluides qui traversent la Terre, donc les gaz et tout ce qui a à voir avec le pétrole aussi, donc forcément tout ce qui a à voir avec l'énergétique, donc tout ça aussi, c'est peut-être 2022 va peut-être marquer un tournant, soit dans leur exploitation, soit dans la prise de conscience globale de ce que signifie à la fois ne plus en avoir et devoir réinventer toute une nouvelle société autour d'une pénurie d'énergie fossile. Et au niveau personnel, cette période peut être aussi celle où soit on peut être amené à sortir d'une illusion, ou au contraire à entrer dans une illusion aussi. Surtout si on a des planètes dans notre thème qui se trouvent entre 19 et 27 degrés du Gémeaux, Vierge, Sagittaire au Poisson. Je pense que c'est un aspect qui peut nous ouvrir pas mal de portes parce qu'il y a un idéal. Mais en même temps, il ne faut pas totalement abandonner Saturne. Il ne faut pas totalement oublier qu'il est là encore et qu'il est important, que le carré entre Saturne et Uranus n'est pas terminé, que l'incertitude, elle est là. Mais par contre, oui, c'est peut-être le démarrage d'une ouverture, surtout que cet aspect, il a lieu dans un signe d'eau et on sait bien que les signes d'eau ne sont pas connus pour leur aspect constructeur. En tout cas, ce n'est pas leur but, ce n'est pas leur objectif. Mais ils sont porteurs d'un idéal et parfois, peut-être que l'idéal suffit à aller vers, ou en tout cas à s'ouvrir à plus de croissance. Et ici, l'idée de croissance, elle est plutôt intérieure qu'extérieure. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en 2020-2021, il y a beaucoup de structures de nos vies qui ont été challengées, qui ont été ébranlées. Un choc entre nouveautés et puis anciennes structures. Et notamment en 2020, quand on a eu la triple conjonction Jupiter, Saturne et Pluton, où maintenant Jupiter et Neptune vont être en sextile de cette triple conjonction-là.
Et je trouve que de cette entrée dans le poisson et cette conjonction, c'est aussi le besoin de mettre du pardon sur tout ça, de mettre du pardon sur les blessures. Je parlais tout à l'heure de Chiron Bélier qui réveillait les blessures identitaires et qui dressait les camps les uns contre les autres. Et je trouve que dans cette conjonction de Jupiter à Neptune, il y a la possibilité de cette rédemption, de ce pardon. Vous savez, un peu comme dans les cercles de pardon où on donne notre pardon aux autres. Le côté réparateur, oui, de Jupiter-Neptune en Poisson. Ouais. Oui. Et on dit je te demande pardon à des inconnus. Et je trouve qu'il y a quelque chose de ça. C'est-à-dire que pour aller vers le nouveau cycle, et je vais ensuite parler de Jupiter en Bélier, il y a cette étape nécessaire à la fois de l'abandon et du pardon pour ce qui a été. Alors ensuite, tu l'as dit, Sophia, Jupiter va faire un peu plus qu'une incursion parce qu'il va aller jusqu'au 8e degré du 5 signe mois. de Bélier, donc du 11 mai au 28 octobre. Et donc c'est une totale autre énergie. Il va vraiment y avoir une rupture, je pense, au niveau énergie, puisqu'on part... on est dans un Jupiter qui est tout en eau et qui se transforme en Jupiter tout en feu, qui entre dans le premier signe du zodiaque. Et donc, ce Jupiter en Bélier, moi, il me fait tout de suite penser en fait à la conjonction Jupiter-Saturne qu'il y a eu en 2020 à 0 degré du signe du Verseau, parce que ça va être le sextile. Et donc, finalement, moi, ce que je me dis, c'est qu'en en fin 2020, on avait cette conjonction Jupiter-Saturne qui donnait comme un changement de paradigme dans l'idée, en tout cas, comme une nouvelle ère tout en potentialité et tout en possibilité, et que maintenant que Jupiter est en Bélier, il va falloir la créer en quelque sorte. Donc il y a quelque chose, moi, qui me dit, en quelque sorte, qu'est-ce qui jaillit de ça? C'est-à-dire que maintenant qu'on a eu cette inspiration poisson, on est passé dans ce moment vision, inspiration, abandon, connexion avec le tout, qu'est-ce que l'on va créer, quelle création va voir le jour et poussée par les roses primordiales, qu'est-ce qui va jaillir de ça? Et donc, c'est une énergie, pour moi, triangle, feu, transcendante, je pourrais dire, et qui s'accompagne en plus de la planète Mars. Mars va être au contact de Jupiter au mois de mai, pendant quelques semaines, et donc va accompagner cette énergie-là, ou peut-être de la colère et de la violence sera exprimée comme un besoin de marquer son territoire et l'affirmation de ses valeurs et de son identité. La dernière fois que Jupiter était en Bélier, c'était en 2010, en juin 2010. C'était alors une conjonction avec Uranus, donc une énergie extrêmement particulière, où il y avait eu à la fois les printemps arabes, le mouvement des indignés et de nombreux séismes aussi à travers le monde. Alors, on sera moins dans cette énergie uranienne, mais Mars sera là. Donc, ce sera quand même cette énergie qui pourra ressembler à quelque chose comme ça. Et en même temps, ce sera quand même Jupiter formera des aspects assez harmonieux avec le reste des planètes. Et donc, je me dis que c'est peut-être le moment d'avoir le courage, en fait, d'entreprendre, de créer quelque chose qui nous tient à cœur, de se battre pour nos idées. Voilà, j'ai envie de teinter ça de quelque chose qui est positif et pas juste voir la potentielle colère ou la violence qui pourra s'exprimer. Le 1er août, un aspect très intéressant et très fort, c'est une triple conjonction nœud nord, Uranus et Mars à 18 degrés du Taureau. C'est vraiment un moment déterminant, je pense, de cette année 2022. C'est vraiment la réunion entre ce principe d'action et de colère Mars, l'aspect révolution et esprit d'Uranus et le nœud nord qui montre le destin, pourquoi pas.
en tout cas, les événements qui auront lieu à ce moment-là peut-être seront déterminants pour le cours des événements, surtout que Mars est maître du nœud sud en Scorpion. Donc, il y aura peut-être certaines mémoires, certaines colères archaïques, certaines emprises émotionnelles qu'il faudra libérer du passé et rendre à la terre, peut-être en Taureau. Il y a en tout cas ce processus alchimique de cet axe Scorpion-Taureau qui va, je pense, tourner à plein régime. Surtout que le jour même, ce jour où il y a cette triple conjonction très importante, Uranus va rétrograder. Pas Uranus, Jupiter va rétrograder. Donc il y a quelque chose d'intéressant qui se joue là, comme s'il fallait intérioriser ce premier parcours qu'a fait Jupiter en Bélier, réfléchir sur la manière dont on incarne notre leadership, dissoudre nos croyances. Un Jupiter Bélier, c'est un Jupiter qui va avoir tendance à s'identifier très fortement à ses croyances. Et donc, il va peut-être falloir retourner dans les eaux des poissons pour... je te vois sourire, Sophia, parce que je sais que tu as un Jupiter en Bélier. Mais retourner en poisson pour peut-être aller redissoudre un peu plus ses croyances et se relier encore un peu plus au tout et revenir en Bélier nettoyer encore et voilà de ses mémoires. Voilà. En tout cas, je crois que cet aller-retour entre le poisson et le bélier nous demande de vraiment créer à partir du tout, à partir de l'inconscient collectif, que c'est d'incarner une étincelle individuelle et en même temps de faire de l'espace en soi pour que cette créativité qui vienne de soi, du soi, puisse jaillir. C'est ça, moi, que je vois dans ce dialogue-là. Et puis, on reviendra de toute manière hein, sur cette énergie de Jupiter en bélier au cours d'une prochaine vidéo. Et donc, comme tu l'as dit, Jupiter repassera en poisson le 28 octobre. Il restera toute la fin de l'année de 2022. Et c'est intéressant parce qu'au moment où Jupiter repasse en poisson, c'est au tour de Mars de rétrograder. Il rétrogradera à son tour dans le signe du Gémeaux. Je me souviens, Sophia, que tu avais écrit un article sur le Gémeaux où tu disais que c'était repenser le langage social. Et là, peut-être, c'est repenser le langage du combat social, en quelque sorte. C'est qu'on va avoir une énergie quand même très forte, je pense, de déconstruction du patriarcat, des anciennes valeurs. Et il y a des combats sociaux qui vont être menés en cette année 2022. Et peut-être que les outils et le langage de ces combats seront amenés à être revus, à être réfléchis. C'est intéressant que l'on commence l'année avec un Mars Sagittaire et qu'on le termine avec un Mars Gémeaux. C'est-à-dire que le Mars Sagittaire, le risque, c'est qu'il soit trop dans l'idéologie. C'est celui qui sait mieux que les autres, en quelque sorte. Et le risque du Mars en Gémeaux, c'est qu'il s'éparpille, c'est qu'il joue. Donc, il y en a un, il est un peu trop sûr de son idéologie et de ses croyances, et l'autre joue et ne prend plus rien au sérieux, en quelque sorte. Et donc, c'est peut-être dans l'équilibre de ces deux principes que l'on va devoir jouer. Justement, c'est à la fois prendre à cœur des combats, défendre des valeurs, défendre un territoire, créer quelque chose qui est important pour soi et qui est juste pour le monde et pour transformer le monde, et en même temps sans faire de ce combat quelque chose de trop vindicatif et qui viendrait réveiller sans cesse la blessure. Voilà, c'est peut-être ça que je vois moi dans cette année, avec toujours en toile de fond ce Chiron qui est en bélier et qui continuera de nous accompagner. Mars en Gémeaux fait penser à l'idée de devoir avoir, ou en tout cas devoir se mettre en action à plusieurs niveaux, ou devoir mener plusieurs actions différentes. Le risque, comme tu dis, c'est de se disperser, mais peut-être qu'il y a là, oui, peut-être la rétrogradation, justement, puisque c'est pendant longtemps, hein, c'est 6 mois qu'il reste en Gémeaux. Peut-être que ça donne le temps à la fois de s'éparpiller et puis de se réunir de nouveau.
Oui, puis c'est comment est-ce qu'au deuxième semestre, on va finalement faire ce que tu dis pour mieux revenir avec ce Jupiter Bélier en fin d'année sur une action plus juste, en tout cas. Incarner quelque chose, une action, une créativité plus juste à partir de l'exploration de ce Mars Gémeaux que l'on a pu faire au deuxième semestre. Alors, le thème que nous avons choisi et qui a été évoqué d'une certaine manière en filigrane dans notre alchimie du ciel, c'est le réveil de la grande déesse. Alors, pour moi, ce réveil est celui de cette part de nous qui a été opprimée pendant longtemps par un mythe, par un récit, une narrative, qui a laissé beaucoup, beaucoup trop de place au masculin et l'a laissé se développer anarchiquement, à la fois dans le cœur des hommes et des femmes. Cette part opprimée, c'est notre féminin archétypal, c'est l'anima dont on a été coupé, et ce déséquilibre a fait de nous des êtres quelque part déracinés, désincarnés, livrés à la domination et à la compétition comme seul récit de croissance, et qui a pu être valable à un moment de l'histoire, mais qui a débordé et qui a dépassé le cadre. J'aimerais juste rappeler, et ça va faire écho à ce que tu disais, ce que tu as dit tout le long de cette vidéo, Thomas, qu'en fait, et on en avait parlé déjà l'année dernière aussi, c'est cette traversée de Chiron en Bélier, et qui se fait en ce moment en pleine conscience. C'est-à-dire que depuis que Chiron a été découvert en 77, c'est la première fois où Chiron est en train de traverser le signe du Bélier et que nous savons que Chiron est là, dans le ciel. Et donc, Chiron va continuer cette traversée jusqu'en 2027. Et ce passage en Bélier est peut-être aussi important dans le sens que cela me fait penser, en fait, qu'on devrait peut-être imbiber notre société, notre culture, notre rapport au monde d'un nouveau mythe. Et en fait, Sharon Blakey, qui a écrit dans son livre « Femmes enracinées, femmes qui s'élèvent », elle parle beaucoup du récit qu'on connaît tous, de Joseph Campbell sur le voyage du héros. Et elle dit que ce récit-là, il a fait son temps. Il n'est ni adapté à la femme, ni plus du tout adapté à l'humanité et à l'homme lui-même. Et pour ça, elle donne l'exemple du principe de Marion Woodman, Féminité consciente, qui parle du fait de ramener la sagesse de la nature à la conscience pour sortir d'un récit dominateur et destructeur. Donc peut-être que Chiron en Bélier, dans le signe du héros, est justement en train de nous donner la possibilité de faire ça en regardant de plus près en nous, en allant voir où ce mythe, cette narrative a pris racine en nous et peut-être lui donner une autre forme, non plus basée sur l'idée de peut-être animé par une sorte de compétition ou voilà, qui a été la part toxique de ce mythe-là, de cette narrative. Et puis c'est vrai qu'il y a Uranus en Taureau aussi qui fait part de cette nécessité de faire ce travail-là, et de relier l'esprit et le corps, de réinsérer l'humain dans sa place, dans la place qui est la sienne par rapport à tout le vivant, et quelque part de le ramener à une sorte de conversation qu'il a perdue depuis longtemps. Le dialogue n'est plus avec la nature. Donc peut-être c'est ça aussi, cette rétrogradation de Vénus en Capricorne en ce début d'année 2022, qui va aussi peut-être accentuer ça, ou en tout cas continuer ce processus, ici maintenant dans le signe donc du Capricorne, donc le signe des fondations, des structures qui ont façonné et qui continuent à façonner la société. Donc peut-être ces narratifs de domination qui prédominent encore aujourd'hui, qui sont en train de se déconstruire, mais qui devraient et qui devront commencer, si on veut un réel changement,
elles ont besoin d'un regard intérieur. C'est-à-dire que ce n'est pas juste les voir à l'extérieur et dire qu'il y a des choses qu'il faut faire à l'extérieur, mais il faut aller à l'intérieur de soi et voir là où ces mythes ont pris racine en nous et que nous continuons à les développer comme si c'était normal ou peut-être sur des choses qui ont l'air comme ça minimes, mais qui, quand on les met toutes les unes à côté des autres, il y a peut-être, et ça leur donne une force. Et peut-être que ce retour de la déesse, pour moi, ça parle donc beaucoup du rapport au lieu, du rapport à la place que l'on occupe sur cette terre et à notre façon d'être au non, en participation, en conversation, dans une histoire avec la terre, avec le vivant. Et voilà, je pense que c'est... en tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois ce retour de la déesse, ce besoin de rééquilibrer, non pas pour vivre dans une société matriarcale, surtout pas, mais pour rééquilibrer la place le mariage des opposés de Jung, quelque part. Moi, ça me fait vraiment penser ce que tu dis à tous ces mythes où à un moment donné, on voit bien cette transition qu'il y a eu justement de ces héros solaires qui, je pense à Persée qui décapite la Méduse, je pense à Apollon qui coupe, je ne sais pas s'il coupe la tête, mais qui tue la Pythie. La Pythie, c'était c'était Draconia, c'était le serpent qui était le gardien de l'oracle de Delphes. On le voit, ce mouvement même dans les propres mythes, en fait, où finalement toutes les forces féminines sont reléguées dans l'inconscient. On peut le voir aussi au moment de la transition où beaucoup de dieux lunaires étaient des dieux. Et puis à un moment donné, c'est Ishtar qui prend la place de Sin. Et je crois que c'est Esther Harding dans Les Mystères de la femme qui a écrit une des premières là-dessus, qui dit en fait finalement toutes les forces du féminin ont à un moment été reléguées dans l'inconscient, reléguées dans l'ombre. Et je pense qu'il y a ce retour du féminin. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas une nostalgie pré-patriarcale d'un monde matriarcal, mais moi, je me suis souvent dit ça face à ce qui se passe actuellement. Je me suis dit, mais finalement, ce féminin, il savait voir dans l'obscurité, il savait nous accompagner dans les nuits noires de l'âme individuelle ou collective. Donc, en fait, qu'est-ce que ça représente aussi qu'on ait été coupé de ces symboles, qu'on ait été coupé de ces mythes. Donc, au moment d'une crise, en fait, on ne sait plus. On ne sait plus naviguer. Quelque part, collectivement, on n'a pas ces repères-là. Et finalement, c'était ces déesses de l'ombre qui savaient voir, parce qu'elles voyaient au-delà, parce qu'elles avaient apprivoisé le noir ou l'obscurité. Et c'est intéressant parce que c'est vrai. Je crois que d'ailleurs qu'il y a un livre de Joseph Campbell, que c'est marrant parce que hier j'étais en train de regarder, je crois que ça s'appelle Creative Mythology, où il met les jalons pour justement écrire un nouveau mythe. Hein. Je crois qu'il y a quelque chose où... il y a une disciple en fait de Joseph Campbell qui a écrit aussi le voyage de l'héroïne, qui est différent. Oui, c'est Marduk, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'il y a ce besoin peut-être que ce soit plus l'héroïne ou le héros. Comment ce serait? Alors, ce serait tendre vers une androgynie peut-être, je ne sais pas, mais... Non, mais peut-être que c'est l'idée Le héros ramène toujours l'idée qu'il y a quelque chose à sauver. Mais peut-être c'est ça qu'il faut, c'est ce récit-là qu'il faut déconstruire. Il faut peut-être aimer et non plus chercher à sauver. Parce que chercher à sauver quelque part, ça renvoie à l'ego. Donc peut-être qu'il y a là quelque chose d'autre qui... aimer, ça veut dire qu'il y a une certaine égalité, je pense. Entre, si on aime le vivant, on n'a plus besoin de le sauver parce qu'on ne l'a pas détruit déjà, puisque si on l'a aimé au départ. Donc l'idée de sauver, ça ramène toujours à l'idée qu'il y aura quelqu'un qui viendra, on détruit, c'est pas grave, mais après, il y a un sauvetage qui se met en place. Et peut-être, il est là toute la difficulté. C'est pour ça que peut-être ça aussi, ça a légitimé le fait qu'on a exploité autant. Parce que de toute façon, on pourrait toujours sauver. Ouais. Il y a la question que l'on pose beaucoup, c'est se dire finalement, qu'est-ce que notre action, elle coûte à la Terre? Et qu'est-ce que c'est? Et quel impact est-ce que ça a sur la Terre, sur cette figure que l'on imagine comme une mère archétypale et que l'on viendrait en quelque sorte torturer?
Mais moi, je me pose la question, et je vous pose la question, qu'est-ce que ça nous coûte à nous aussi de se couper, en fait, à ce point-là, de ce féminin-là? Qu'est-ce que ça nous coûte dans nos vies individuelles? Qu'est-ce que ça nous coûte dans notre rapport à la vie? Quand on voit que dès que l'on traverse une dépression, il faut absolument sortir de là, qu'on n'a même plus le temps de la ressentir, et que surtout, Des on médicaments. est vu comme un danger pour les autres. On est vu comme quelque chose qui est anormal et qu'il faut aller traiter. Donc, tu traverses une descente, une dépression, et on te dit, mais est-ce que tu es suivi? Comme s'il y avait un danger à enfin, et qu'il fallait en sortir le plus vite possible. Donc, en fait, Oui, on se coupe et on s'est coupé profondément de ce féminin-là. Et ce féminin-là, c'est l'accès à notre nature sauvage, notre nature instinctive. C'est peut-être ça la ressource de ceux qui iront en bélier, dont tu parlais, Sophia. C'est-à-dire que d'un côté, et j'en ai parlé, il y a la blessure identitaire, la colère, la violence, et tout ce qui peut être dans l'ombre de ce Chiron bélier. Mais à Chiron, il y a toujours aussi la ressource. Et la ressource, c'est quoi de ce Chiron bélier? Pour moi, c'est le sauvage, en fait. Et c'est ce que l'on appelle l'archétype de l'homme sauvage et de la femme sauvage. Et je crois qu'il y a là une puissance à reconquérir qui n'est pas quelque chose de violent ou qui n'est pas une colère archaïque. On pense souvent que si on accède à ce sauvage-là, on va retomber comme des bêtes et on va se bouffer les uns les autres. Mais au contraire, c'est le fait que ce soit dans l'ombre qui fait tellement de mal à notre monde. C'est que cette énergie-là soit profondément refoulée dans nos enfers inconscients, et qu'on n'ait pas accès à cette énergie-là. Et cette énergie-là, c'est de l'énergie pure, c'est de l'énergie en barre, et qui ressort dans l'ombre à des moments dans de la violence et des violences patriarcales, puisque ces structures patriarcales ou matriarcales, mais peu importe, elles viennent enfermer cette énergie vitale. Donc, je crois qu'il y a vraiment le besoin de reconquérir avec cet archétype-là, et que d'une certaine manière, les aspects en ce moment que nous traversons, que nous allons traverser en 2022, vont nous inciter à ce réveil-là. C'est le réveil que l'on peut voir de manière symbolique par rapport aux volcans. Il y a des volcans qui sont en éruption un peu partout. Et ben, cette lave qui cherche à sortir de la Terre, voilà, c'est la vie qui reprend ses droits. Et c'est cette grande déesse qui donne la vie, mais qui sait aussi détruire, qui sait aussi la reprendre, pour libérer toutes ces barrières que l'on a mises entre nous et notre nature instinctive et sauvage. C'est fou aussi ce que tu dis, parce que je me rappelle que j'avais regardé, je crois que c'était en 2020, ça devait être la pleine lune en Vierge de 2020, donc vers mars, hein, c'est ça où on est bien, oui, c'est ça. Et en fait, ce qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait, en astrologie évolutive, on dit que quand les planètes sont carrées aux axes des nœuds, c'est des étapes manquées. Et en fait, les symboles qui étaient en carré, c'était Chiron et Lilith, enfin la lune noire. Et je trouve que c'est bien par rapport à tout ce que Chiron a évoqué. Et là, ça évoque aussi ce que tu dis, Thomas, cet exil, finalement, enfin Lilith symboliquement. Alors qu'après, en astrologie, on débatte si on utilise la lune noire moyenne, la lune noire vraie, ou Lilith l'astéroïde. Pour moi, ça montre juste à quel point on n'a pas intégré l'archétype, puisque personne n'est d'accord à quel point utiliser. Donc, je me dis, ce flou, ça dit quelque chose. Personne n'est d'accord, tout le monde a sa théorie. Voilà. Mais finalement, si on prend le mythe pur de Lilith, elle s'exile parce qu'on lui refuse d'habiter son bas-ventre et qu'on lui demande de se soumettre à Adam, de se soumettre à ce logos, de se soumettre à cette connaissance, en fait. Et après, et je pense que sa chute par orgueil, oui, il y a peut-être cette chute par orgueil, mais il y a aussi cette impossibilité de faire autrement que justement de connecter à ces forces instinctuelles, en fait. Et on les a tellement démonisées et diabolisées que c'est intéressant. Je crois qu'elle est en Gémeaux et elle restera en Gémeaux encore beaucoup. Je ne sais pas si elle passe en Cancer
dans cette année aussi, la lune noire. Mais je trouve qu'il y a aussi cette idée de parole interdite ou de pouvoir dire ce qui était interdit aussi, de pouvoir peut-être aller chercher ces énergies-là en soi. Oui, l'idée de l'ensauvagement. D'ailleurs, c'est assez, en ce moment, on en parle beaucoup, mais on parle de manière très toxique. C'est vrai. Et au lieu de penser que, en fait, c'est se relier à son intuition quelque part. En fait, c'est ça. Peut-être qu'il faut trouver un nouveau mot. Peut-être que ce mot sauvage a tellement été connoté dès le monde des sauvages, ici des sauvages. Sauvage aujourd'hui. Peut-être. Je ne sais même pas l'étymologie de sauvage. Si on parle de ensauvagement en ce moment, tout de suite, on va penser barbare. Barbarie. Oui, mais c'est bien le problème, c'est que la belle énergie, en quelque sorte, du sauvage, elle est totalement masquée par l'ombre du sauvage, et qui est cette ombre du barbare. Et qui, le barbare a dominé. Mais c'est marrant parce que l'étymologie... Pardon. Il y a d'un côté, en quelque sorte, le barbare, et de l'autre, la victime. Donc c'est cette polarité-là qui est en lumière. Non, mais je disais, l'étymologie de sauvage, ça vient de Silva Forêt, qui est fait pour le bois. Donc, ça n'a rien à voir avec... C'est marrant, c'est beaucoup plus quelque chose du monde végétal, finalement, qu'une incivilisation, en fait. C'est qu'on a beaucoup opposé, finalement, le fait d'être civilisé et le fait de rester connecté à la nature, quoi. Moi, j'ai sauvage qui appartient à la nature, qui vient du latin salvaticus. Salvaticus, ça veut dire de la forêt, donc c'est ça en fait, c'est revenir. Je voudrais juste revenir à ce que vous avez dit, à cette notion de. Enfin, j'extrapole peut-être un petit peu, mais pour moi, le vrai défi, c'est comment est-ce qu'on arrive à réunir le féminin et le masculin et les réconcilier aussi dans un langage commun. Parce que on est dans un monde où il y a une tentative uranienne de réinvention du langage, de la façon d'être homme, d'être femme, d'incarner ce féminin et ce masculin-là. Mais mon jugement à moi, c'est qu'il est souvent coupé justement de cette nature instinctive et sauvage. Et que de l'autre, il y a un côté un petit peu rétrograde et ringard à parler de féminin sauvage et de masculin sauvage, qui sont souvent séparés l'un de l'autre. Et donc finalement, là où ils sont réunis, c'est dans quelque chose de très uranien, très intellectuel, et c'est une androgynie de l'esprit en quelque sorte. Et donc voilà. Et donc moi, j'ai relié ça en fait. Une vraie question par rapport à ça. C'est comment est-ce qu'on relie ça? Comment est-ce qu'on montre à la fois que... Parce que moi, je crois profondément à la complémentarité entre ce féminin et ce masculin, et au besoin de contacter en soi ce féminin ou ce masculin instinctif. Donc, je trouve qu'on est vraiment à un moment où il y a cette confrontation entre les histoires des hommes et les histoires des femmes, et comment est-ce qu'on arrive à marier et à réconcilier ce féminin archétypal et ce masculin archétypal, et à l'incarner peut-être, c'est ce que vous disiez, dans un récit commun. Dans un nouveau mythe qui viendrait en quelque sorte transcender ces conflits et ces différences. Oui, moi ça me fait penser que ce sont les générations futures qui vont faire ça. Oui. Et certainement la génération de Pluton Capricorne, parce qu'ils vont mettre en place de nouvelles fondations, justement. Quand ils seront, eux, dans leur vingtaine, dans leur trentaine, dans leur milieu de vie, et où il faudra à ce moment-là s'insérer contribuer à la société. Et oui, ce qu'on peut faire, c'est continuer à ce que Jung disait, en fait, c'est-à-dire à aller rendre conscient des choses qui ne le sont pas. Et en nous, le travail, il est là. C'est toujours cette idée-là. Et et on le voit bien, hein, moi, si je regarde quelques années en arrière, je vois bien qu'il y a une différence quand même si
C'est lent et ça sera, bien sûr, c'est un processus qui demandera des siècles. Mais même déjà, en quelques décennies, on a vu des changements par rapport à la façon des personnes qui n'acceptaient surtout pas du tout de se questionner, d'aller profondément en soi, et des personnes qui me disent maintenant que oui, peut-être qu'il y a là quelque chose et que ça devra passer par là. Donc, l'espoir, je pense que de Jupiter-Neptune, peut-être. Oui, mais oui. C'est ça Non, aussi. mais c'est clair, Jupiter-Neptune est là. Et puis dire aussi peut-être que finalement, ces structures patriarcales, elles ne profitent à personne ou elles profitent à une minorité. Elles Oui, profitent une pas plus. minorité, oui. Elles profitent pas plus aux hommes enfin, elles ne profitent à personne et elles ne Oui, profitent elle pas ne non plus profite à personne. aux hommes. Et donc, il y a des gains dans le fait de se reconnecter avec ce féminin-là archétypal, à la fois pour les femmes et pour les hommes. Même si certains hommes qui sont plus lunaires pourront le traverser peut-être davantage. Et c'est peut-être la différence entre ceux qui sont plutôt fils lunaires ou fils solaires. Mais en tout cas, homme comme femme, il y a quand même quelque chose à reconquérir de ce féminin-là. On passe à nos coups de cœur. On passe au coup de cœur. Oui. Ouais. Alors, je vais commencer moi pour une fois parce que je commence jamais. Bah, vas-y. Ah bon, pardon Thomas. Désolée, nous n'avions pas remarqué. Et dans la continuité avec ce que j'ai dit, c'est-à-dire que moi j'en ai pris deux, et alors c'est parce que j'ai de la difficulté justement à trouver un livre qui parle à la fois des hommes et des femmes. Un peu Gémeaux. Non, Donc, non, mais c'est vrai en plus, c'est un truc de Gémeaux ça. Oui, mais c'est vrai. Donc, il y en a un, ça fait longtemps que j'avais envie de. Je le vois en fait en librairie et à chaque fois il me fait de l'œil et je me dis, oh, il est long quand même, je ne sais pas si je vais pouvoir lire tout ça. Ces femmes qui courent avec les loups, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage de Clarissa Pinkola Estés. Et donc, qui raconte justement tous ces mythes autour de la femme sauvage. Et donc, voilà, c'est un coup de cœur pour l'année 2022, c'est-à-dire que je ne l'ai pas encore lu. Enfin, j'ai commencé, mais je vais le parcourir et le picorer. J'ai vraiment envie, en fait, de voir ce qu'il y a d'universel, en fait, là-dedans. Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui n'appartiennent qu'aux femmes ou est-ce que finalement, en tant qu'homme aussi, on peut l'approprier et quand je dis ça, je me dis, oh là là, approprier. Encore un homme qui cherche à approprier ce que le féminin a. Tu vas entrer en conversation avec. Entrer en conversation et en complémentarité, je change mon vocabulaire, avec ce féminin-là. Parce que finalement, j'ai l'impression que ce qu'on trouve là, c'est pas si éloigné de ce que je trouve là. L'homme sauvage et l'enfant, l'avenir du genre masculin. Et qui parle et qui fait un peu ce même voyage à travers de recontact avec l'homme sauvage. Je pense que finalement, l'homme n'est pas plus en contact avec son homme sauvage que la femme serait coupée de sa femme sauvage. Et donc, c'est le même chemin que doit faire l'homme. La différence, peut-être, c'est qu'ils ont deux histoires. C'est qu'en fait, le patriarcat a fait qu'ils n'ont pas eu, hommes et femmes, les mêmes rôles, les mêmes places. L'un plutôt dans la domination, l'autre plutôt dans la minorité. Dans la soumission, ouais. Dans la soumission. Et donc, finalement, ce sont deux histoires à se réapproprier, mais la clé, elle est la même pour moi. Elle est d'aller chercher ce sauvage en soi qui est source de richesse et de contact avec le tout. Voilà, donc Robert Bly, L'homme sauvage et l'enfant, un peu daté, hein, ça date des années 80, mais c'est extrêmement riche pour moi en termes de mythologie et de sens. Et puis un best-seller américain, Femme qui court avec les loups, de Clarissa Pinkola. Voilà pour moi. Alors pour continuer, et parce que j'ai la lune en Gémeaux, j'en ai deux. J'ai la lune en taureau, donc j'en ai qu'un. Non, mais c'est dingue, on a eu exactement la même idée. Tout à l'heure, j'ai envoyé un message à Thomas, je dis, mais est-ce qu'on peut avoir deux coups de cœur? Parce que... Et moi, j'ai pas vu vos messages, c'est ça? Comme d'habitude.
comme d'habitude. Alors, ça, c'est un roman. José Saramago en portugais. L'aveuglement. Ah, ça va bien avec Jupiter-Neptune. Voilà, c'est exactement ça. Tout à l'heure, j'en ai pas parlé, mais l'idée de Jupiter-Neptune, c'est aussi ça, peut-être de suivre aveuglement quelque chose, quelqu'un qui se prend pour Dieu, quelqu'un qui a ce complexe-là. Donc, même si ce n'est pas exactement le thème de ce roman, parce qu'ici, c'est plutôt l'idée d'une pandémie mondiale où tout le monde devient aveugle, sauf une femme qui va guider tout le monde. Voilà, il y a le livre, pardon, il y a le film aussi, avec, comment s'appelle l'actrice, Thomas, tu te rappelles? Julianne Moore. Et on ne sait pas pourquoi est-ce que la femme guide les autres, mais on s'en doute, on a une petite idée. Voilà. Et de toute façon, oui, voilà. J'allais déjà dire la fin. Non. Donc je vais voilà, le voir. Je vais le lire. Aveuglement, c'est pas mal pour l'année 2022. Et puis l'autre, c'est, tout à l'heure, je parlais de Sharon Blakey. Donc c'est le livre, et là, c'est la version originale, enfin la version anglaise, mais il existe déjà en français maintenant, qui s'appelle donc Femme enracinée, femme qui s'élève. Et donc, elle parle, c'est un peu la suite presque de ton livre de Clarissa, mais Sharon Blakey, elle est irlandaise ou anglaise. En tout cas, le livre est fondé aussi sur la mythologie celtique et le rapport à la terre, le rapport à la femme et de la femme et de la nature et comment aller quelque part réveiller et chercher ramener le féminin dans le monde. Et je voulais juste laisser une petite quote, enfin une citation qui dit, elle dit, Sharon Blakey, on assiste à l'effondrement de ces vieilles histoires qui guident la civilisation occidentale depuis quelques siècles. Ces histoires de progrès infini, de croissance illimitée, de la séparation des humains et de la nature et de leur domination sur le monde. Ce sont les histoires du patriarcat. Plus que toujours, je crois que les histoires dont nous avons besoin pour remplacer ces contes destructeurs jailliront de la source de sagesse créative et régénérante qui émane du féminin. Voilà mes deux coups de cœur, femme enracinée, femme qui s'élève et l'aveuglement. Et ben mon coup de cœur, je pense qu'il va bien avec mon signe aussi, hein, The Great Mother. Ouais. Donc une analyse de l'archétype par Eric Newman. Je pense qu'il est aussi un peu daté puisque c'était un disciple de Jung. Et en fait, j'ai commencé pareil que toi. C'est un livre que j'avais acheté en France cet été. Parce que la difficulté, c'est que j'ai pas beaucoup accès aux livres. Hein, c'est pour ça, désolée, des fois, j'ai pas beaucoup de livres en français. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a plein d'illustrations à la fin de toutes les représentations. C'est dommage qu'elles soient pas en couleur. Je sais pas s'il y a des versions couleur. Voilà. Et c'est une exploration de l'archétype de la mère dans son lien avec la terre, dans son lien avec l'utérus, dans son lien. Il est un peu complexe hein, quand même au début. C'est pas un langage, même un anglais facile, parce que c'est quand même des scholars. Enfin, c'est des gens, des savants, des érudits. Hein, c'est pas des facilitateurs. Oui, c'est pas New Age ou développement personnel. C'est vraiment des académiques. Ouais, des académiques, voilà, c'est ça le mot. Mais c'est vraiment très intéressant et je trouve que ça pose aussi les bases de ce réveil de la grande déesse. Donc, si vous voulez aller plus loin dans l'exploration de cette année 2022, je vais y arriver, hein, qui arrive, et des différents aspects dont nous avons parlé, nous les avons récapitulés dans un tableau qui vous permettra justement de savoir chaque aspect, sa durée, à quel moment est-ce qu'il est. Et ça vous permet, vous aussi, d'aller voir dans votre thème où est-ce que ces différents aspects se jouent. Et donc, ce tableau est disponible en téléchargement. Il suffit en fait de vous abonner à notre newsletter et vous le recevrez. Et donc, vous avez le lien dans la description de cet épisode. Voilà, rejoignez-nous, rejoignez notre newsletter et vous recevrez en cadeau ce tableau avec les différents aspects. Nous sommes également toujours sur Tipeee, qui est notre plateforme où nous
nous allons plus loin et nous développons certains aspects. Cette vidéo, par exemple, sur 2022 a été mise disponible aux abonnés de notre Tipeee un mois avant qu'elle soit publiée sur YouTube. Et j'en profite pour remercier tous nos abonnés Tipeee, tous ceux qui nous soutiennent et qui nous ont fait confiance en 2021. Voilà, et qui, j'espère, continueront à nous suivre, à nous lire, à nous regarder, à nous écouter, si vous le faites sur une plateforme d'écoute de podcast en 2022. On vous souhaite une très belle année 2022, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'inspiration et de vision pour ce Jupiter-Neptune. Et on sera très heureux tous les trois de vous retrouver sous une forme ou sous une autre. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt.